Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, j'ai jamais fait ce genre de format, j'ai trop hâte et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va revoir toute notre organisation pour la rentrée. Et pas que. Aujourd'hui, on va revoir 4 choses que j'ai envie de revoir pour cette nouvelle rentrée en L3 de droit. Donc cette vidéo va se découper en 4 parties. Première partie, ça va être une question d'organisation, ce qui est semainier, planeur, agenda, etc. Deuxième chose, ça va être une réflexion autour de la mise en place d'une méthode qui s'appelle la méthode des J, dont je vous parlerai après, que vous connaissez peut-être parce que c'est assez connu. Je vais réfléchir à comment la mettre en place, sachant que je veux la faire sur papier. Troisième chose, c'est une nouvelle méthode qui s'appelle cette fois la méthode Cornell, qui est une méthode de prise de notes, sachant que je suis hyper chiante au niveau du design et je suis hyper perfectionniste. Et quatrième chose, ça va être réfléchir à une nouvelle mise en page. Au niveau des plans de cours, au niveau de mind map, au niveau de tout ça, on va réfléchir à tout ça. On va passer tout de suite à la première partie, on va commencer à réfléchir à tout le côté organisation des études supérieures parce que franchement il y a du boulot. Pour la première partie, organisation, semainier, planeur, to-do list, agenda, etc. Personnellement, j'avais pas d'agenda l'année dernière, je notais tout sur mon téléphone et en vrai je m'en souvenais parce que c'est pas comme au lycée, on n'a pas tout le temps des trucs à faire, enfin souvent on a juste nos TD à faire et une liste de tâches. Alors, des fois quand j'avais des journées vraiment à planifier précisément, je faisais une to-do list soit sur mon tableau blanc effaçable, soit sur un post-it, soit je planifiais directement ma journée sur mon Google Agenda. Pas vous mentir, c'était assez rare. La plupart du temps, je faisais juste un planeur que j'appelais une liste de tâches. Et c'était à la semaine. J'aime pas trop faire au mois parce que souvent au mois, on n'est pas au courant de ce qui va arriver en fonction des TD et tout ça. Par contre, j'adore avoir une vue par semaine. Je fonctionne vraiment par semaine personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc j'avais ce planeur-là qui était un planeur en fait sur 2 semaines. Vous aviez une colonne, en fait vous aviez 2 trucs, c'était pour 2 semaines différentes. Et vous marquiez ici tout ce que vous aviez à faire. Alors quand je dis tout, c'est vraiment, alors là, les CM que vous suivez, parce que c'est une partie du travail, hein, même si c'est pas des trucs que vous avez à faire chez vous. Je mets tous mes CM, tous mes TD que j'ai à faire à la faculté. Ensuite je mets aussi tout ce que j'ai à rendre, par exemple faire un commentaire d'arrêt en civil, faire un cas pratique, rendre un TD en histoire du droit, tout ce que j'ai à rendre, à faire, à imprimer, etc. Mais je mets aussi des trucs qui n'ont rien à voir avec les cours. C'est-à-dire par exemple préparer un gratin de courgettes, faire les courses, aller acheter de la litière, etc. Donc je mets vraiment tout ce que j'ai à faire. Et à quoi correspondent les cases là? Tout simplement ce sont les petites cases, il y en a 7 pour les jours de la semaine. Je surligne à chaque fois d'une couleur différente, je trouve que ça fait super joli à la fin et c'est hyper satisfaisant. Et je mets un petit check dans la case du jour qui correspond. Si je l'ai fait le lundi, je vais cocher le lundi, ce qui me permet déjà de voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui est fait, etc. Et aussi ce qui me permet à la fin de la semaine de voir quel jour en fait a été vraiment pas productif, quel jour l'a été beaucoup plus et d'avoir une vue un petit peu plus par jour tout en ayant une vue par semaine aussi en même temps. Que j'ai trouvé super efficace. Cette méthode là vraiment je l'adore et j'ai décidé de la reproduire pour ma L3 bien évidemment. Donc je vais refaire la même chose sauf que je pense que je vais mettre en format portrait et non pas paysage parce que je sais c'est difficile à croire mais des fois j'avais plus de place tellement il y avait de tâches. On va faire ça tout de suite. Du coup j'ai rajouté cette colonne là qui serait une colonne pour marquer le nombre d'heures que j'ai utilisé pour travailler en fait chaque jour. Et je pense que niveau organisation, en vrai ça va être un petit peu la seule chose que je vais faire pour le moment. Si j'ai besoin d'autres trucs, on verra plus tard, mais pour le moment je vais me contenter de cette liste de tâches que je trouve hyper efficace par semaine et voilà, je pense que ça va aller. Franchement, ça m'aggrave plus pendant ma L2, il n'y a pas de raison. Niveau organisation, on est bon, c'est terminé. On va maintenant passer à la deuxième partie, la partie mise en page des cours. Et là, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Je vous montre tout de suite comment je faisais et comment je compte faire, qu'est-ce que je compte améliorer, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie juste de s'améliorer dans tous les domaines, en fait, pour cette nouvelle rentrée, quoi. Au 4e semestre, c'est-à-dire mon premier semestre de L2, je faisais comme ça ma mise en page de cours. Donc ça c'est mon cours de droit pénal général pour vous donner une idée. Je faisais comme ça, donc chapitre, ça n'a pas changé, vous le verrez après.
Ensuite, je mettais toujours sur le côté mes titres et mes parties en fait. Très important le plan de cours, vraiment très très important. Les couleurs n'ont pas changé et les mises en page non plus entre les 2 semestres. J'ai gardé la même chose. Là, je vais voir si je refais pareil, mais je ne pense peut-être pas. Je mettais aussi les arrêts en jaune comme ça. Ça, j'ai changé après parce que je trouvais que c'était difficilement distinguable et je l'ai mis en orange. Mais toujours entre crochets, ça je n'ai pas changé. Je mettais les articles surtout sous cette forme-là. Je mettais aussi beaucoup de gras pour les mots importants. Et là, avec la méthode Cornell, ça risque de changer. Ensuite, je mettais aussi tous mes exemples en vert et très souvent entre parenthèses, comme vous pouvez le voir sur cette feuille-là. Là, ce dont je vous ai parlé avant, c'est le semestre 3. Hein. J'ai un doute, je crois que j'ai dit semestre 4. Ça, c'est le 4. Donc ça, c'est un exemple en droit administratif. Les chapitres, toujours de la même manière. Et ça, je pense que ça ne changera pas parce que je trouve ça très visuel. Et avec la ligne comme ça, je trouve qu'il y a une vraie démarcation, c'est bien. Les grands titres, je les mettais en des encadrés comme ceci. Et je mettais aussi ce qui est important cette fois en gras et en bordeaux. Là, vous avez un autre exemple toujours dans la même matière au même semestre. Et j'utilisais aussi pas mal de tableaux. Je faisais moi-même, hein. Je vous en ai parlé dans ma vidéo comment approfondir ses cours, quel manuel utiliser en L2 si ça vous intéresse. C'était assez coloré comme vous pouvez le voir. Toujours le même code couleur. Là, on avait du rose, le rose et le bleu là, c'est des sous-parties. J'utilisais pas mal de puces un petit peu spéciales dont je vous parlerai juste après parce que j'ai vraiment adoré. Et là, vous pouvez voir ma nouvelle manière de noter mes arrêts, ce qui est très important notamment en L2, mais je pense qu'en L3 ce sera à peu près similaire. J'avais une technique aussi pour les plans. Ça, je l'ai fait que le dernier semestre, donc le semestre 4. Je mettais en fait une page comme ça, plan, au début de chaque partie du cours. Donc là, c'était pour le chapitre 2, les contrats administratifs. Ça, c'était mon plan de chapitre. Je trouvais ça, encore une fois, très pratique parce que j'avais décidé d'apprendre mes plans par cœur cette année. Donc, j'avais mis ça en place et je vais sans doute le refaire. Là, vous avez un autre exemple. Je vous ai parlé dans ma vidéo, ma nouvelle manière de mettre en page mes cours, de ces fameux encadrés que je vais à coup sûr garder parce que vraiment, c'était super efficace. J'avais développé au dernier semestre 3 types d'encadrés. Premier encadré, l'encadré exemple qui était vert. Donc ça, c'était pour les exemples importants qui me permettre de mieux comprendre le cours, etc. Les moins importants, je les mettais juste en vert entre parenthèses dans le corps du texte comme ici. Pour les jurisprudences importantes, je faisais un encadré, je mettais une petite balance ici, jurisprudence sur le côté, et je mettais les faits et qu'est-ce que ça a apporté, des détails sur l'arrêt, etc. Donc je prends connaissance en fait au moment où j'approfondis mon cours, comme je vous le disais dans ma vidéo manuel de L2. Donc celui-là il était orange et enfin l'encadré bleu qui se référait aux articles de loi. Et ça franchement ça m'a énormément servi de pouvoir retrouver les articles directement dans mon CM et ça m'a bien servi au moment des examens et de l'apprentissage, comme ça j'avais pas besoin de chercher dans mon code. Ça c'est utile surtout pour les matières où le code n'est pas autorisé à l'examen. Si le code est autorisé, je vous invite à directement vous référer au code, mettre vos post-it, surligner les jurisprudences importantes et voilà, il faut absolument travailler sur son code quand il est autorisé à l'examen, c'est très important. Là, je vous montre un autre exemple, mais cette fois en droit fiscal, toujours le même code couleur, hein, voilà, c'était encore la même chose, voilà, avec toujours des puces un petit peu particulières, ici, encore un exemple en droit fiscal avec un exemple. Là, c'était des calculs, donc c'était très utile d'avoir un encadré exemple. J'avais rajouté un tableau et tout ça pour avoir tout sous le coude. J'aime bien avoir tout dans mon CM, comme ça je m'éparpille pas dans mes sources. Là, vous pouvez voir encore une fois des puces un petit peu spéciales. Voilà pour la mise en page que j'ai utilisée pendant ma L2. Par rapport à cette mise en page, honnêtement, je pense que je vais pas changer grand chose. Peut-être la police, parce que j'aime bien changer à chaque semestre de police. Quelque chose que j'ai rajouté à mon quotidien en tant qu'étudiante pendant ma L2 et dans ma mise en page, c'était les puces. Comme vous l'avez vu, j'utilise énormément de puces de tous les styles. Franchement, je dois avoir une bonne centaine de puces dans mon répertoire. Je les ai téléchargées. Alors honnêtement, si vous voulez en télécharger, c'est une par une. Et donc du coup, ça prend un temps assez considérable. Donc je vous conseille de le faire avant la rentrée. Là, fin août, vous avez le temps. Moi, ça m'a pris une après-midi, je crois, à tout télécharger. Pourquoi c'était utile? Déjà parce que c'est très joli et du coup, visuellement parlant, c'est sympa. Pour moi, qui ai une mémoire visuelle, voir des petits schémas comme ça, des petits dessins partout, qui a un rapport direct avec ce que je raconte dans le cours, c'est vraiment super efficace au niveau de la mémorisation. Je vous montre tout de suite d'ailleurs comment on télécharge les puces parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Si vous voulez, il y a une story à la une sur mon Instagram lilo-study low qui s'affichera juste ici, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Alors c'est parti, petite démo. Alors moi personnellement j'ai utilisé toujours le site Icon 8 ou Icon 8, je sais pas trop comment ça se dit. Et donc dedans vous avez énormément de puces. Il y en a vraiment dans plusieurs catégories, vraiment il y a de tout et n'importe quoi les amis, vraiment. Si vous faites un master en droit du vin, parfait. Plusieurs puces qui sont dans plusieurs styles différents, genre c'est la même mais dans plusieurs styles. Donc je trouve ça vraiment trop cool.
Donc admettons vous voulez une de ce style-là, c'est très sympa je trouve. Vous voulez admettons celle-ci. Vous la sélectionnez, vous faites télécharger. Télécharger gratuitement. Elle va être ici. Et là vous allez la retrouver dans vos téléchargements. Voilà, et là j'ai toutes les puces que j'ai téléchargées. On va ouvrir un document par exemple. Le droit pénal ici, j'adore ces puces là, elles sont trop marrantes je trouve. Par exemple si vous voulez changer cette puce là, vous allez dans vos puces dans Word, vous faites définir une puce, image, et là ça va vous ouvrir vos documents, donc vous retournez dans votre dossier dans lequel vous avez mis toutes vos puces. Voilà, par exemple celle-ci, c'est celle qu'on avait sélectionnée, ok. Et voilà, elle est dans votre Word. Et si vous retapez quelque chose, elle se met automatiquement comme une puce normale. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en plus gros ça. Bon là, c'est déjà en grand, mais normalement, si votre texte est en police 10, ça va apparaître aussi en police 10, c'est-à-dire comme ça. Donc ça fait vraiment petit, comme vous pouvez le voir. Et du coup, quand vous imprimez votre cours, on voit quasiment pas quoi. Et donc moi, j'aime bien agrandir la puce. Vous voyez, ça agrandit l'espace. On la voit mieux, je trouve ça plus joli. Et visuellement parlant, je trouve ça plus pratique, on voit mieux. Donc voilà, et c'est comme ça que je fais pour chacune des puces, tout simplement. Il y a vraiment tout et n'importe quoi comme puce sur ces sites. Tout est gratuit, hein, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce que je viens de vous montrer, ce sont des manipulations totalement gratuites et illimitées. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo et je vais vous parler maintenant de la méthode Cornell. Je vous ai dit que je vous parlerai de deux méthodes, la méthode DJ et la méthode Cornell que j'ai envie de mettre en place cette année. Petit historique sur cette méthode-là et d'où elle vient, par qui elle a été développée, etc. C'est un système de prise de notes qui a été imaginé dans les années 40 par un professeur dans une université, l'université Cornell, qui s'appelle Walter Pauck. Et il a préconisé l'usage de cette méthode, intitulée ensuite méthode Cornell, puisque celui-ci enseignait à l'université Cornell. D'ailleurs, une université assez prestigieuse, il y a de très très grands noms qui sont sortis de cette université-là. Dans son livre qui a été un best-seller qu'il a intitulé Comment étudier à l'université. C'est au moment de votre prise de notes en amphi. Donc, bien sûr, il faut la mettre en place avant hein, parce que vous n'allez pas vous amuser pendant l'amphi à essayer de faire des colonnes, des machins, des trucs. Je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Et s'agissant de son efficacité, il y a une étude qui a été menée et publiée en 2010 par l'université d'État du Wichita qui a comparé deux méthodes de prise de notes en anglais dans une classe de secondaire et qui a constaté que la méthode Cornell était plus efficace et plus avantageuse dans les cas où les étudiants sont tenus de faire la synthèse de ce qu'ils ont appris et des notes qu'ils ont prises pendant le cours et également en matière d'application des connaissances acquises. Donc en gros, on retient mieux. Et ça, c'est très important parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, qu'à l'université de droit, on a une quantité d'informations énorme à apprendre et des fois on doit l'apprendre par cœur mais des fois aussi on doit apprendre à l'appliquer dans les exercices qu'on nous demande de réaliser. Je vous explique. Je vous ai montré juste avant comment je prenais mes notes. C'est une méthode qui me correspond totalement. Il y a encore ce débat, écrire à la main, écrire à l'ordinateur. Pour moi c'est tout vu, c'est à l'ordinateur et je serais incapable de le faire à la main et c'est pas quelque chose qui me correspond du tout. On reproche souvent aux étudiants qui tapent leur cours à l'ordinateur de ne pas se concentrer sur ce qu'ils écoutent mais d'écrire tout le cours sans réfléchir à ce qu'ils sont en train de noter. Personnellement, comme je fais ma mise en page en même temps et que je mets mes mots importants en gras, etc. en même temps pendant le CM, je fais pas de mise en page après, ça prendrait beaucoup trop de temps. Pendant le CM, je fais toute ma mise en page que je vous ai montré avant, mes encadrés, etc. Tout ça, ça demande en fait une implication et ça demande de comprendre ce que je suis en train d'écrire. Je suis pas juste en train d'écrire des mots comme ça à la suite les uns des autres, sans mettre de paragraphe, sans rien. Donc au moment du cours, je suis déjà concentrée dedans suffisamment pour retenir des trucs. Cet argument-là de on écrit tout sans rien, sans réfléchir à ce qu'on note, personnellement, c'est pas le cas, je réfléchis énormément à ce que je suis en train d'écrire. Pour moi, c'est très important de faire sa mise en page pendant, aussi pour une question de compréhension du cours et d'implication. Parce qu'en fait, plus on est impliqué dans un cours et plus on rentre dans le cours, plus on est concentré dedans, plus on va retenir les informations. Souvent, on va pas se le cacher quand on sort d'un CM, on connaît pas tout par cœur. On se souvient des grandes lignes du CM, des trucs qui nous ont marqués et de à peu près ce dont on a parlé. Ah, c'est pareil, je l'ai pas dit, mais pour moi, c'est super important de noter tout ce que dit le prof. Alors quand je dis tout, bien sûr, il faut faire quand même un tri, mais
Je veux dire de faire des phrases et pas juste tirer machin, tirer truc. Après ça c'est des techniques de prise de notes, chacun fait comme il veut. Moi en L1 je faisais ça, je faisais vraiment un truc avec beaucoup de tirés. J'étais beaucoup plus synthétique, je faisais une vraie prise de notes entre guillemets où je notais juste les mots principaux avec des abréviations. Et en fait maintenant je note tout. En fait, j'ai remarqué que c'était super important pour ma compréhension après quand je relis et j'apprends mon cours. Et aussi parce que à chaque fois, mine de rien, quand on fait des abréviations, des tirés et un truc ultra synthétique, il manque toujours des infos. J'ai remarqué que cette année, on m'a demandé notamment dans les mineurs des tout petits détails du cours que j'aurais même pas noté, enfin en examen, que j'aurais même pas noté en fait en temps normal si j'avais fait une prise de notes sans phrase. Donc maintenant je note tout, comme ça je suis sûre d'avoir toutes les informations. Et moi ce que j'aime bien faire pour mon apprentissage, vraiment ce qui marche très bien pour moi, c'est de réciter mon cours comme si je le récitais ou que je l'expliquais à quelqu'un. Et du coup la méthode Cornell peut m'aider aussi à faire ça. Je vous mets un petit schéma ici de ce à quoi ressemble votre page avec la méthode Cornell. Donc là vous voyez que vous avez plusieurs cases entre guillemets. Vous avez une colonne à gauche de votre page. Elle peut être aussi à droite, hein, c'est juste que traditionnellement dans cette méthode-là on la met à gauche, qui va vous servir à mettre les mots-clés de votre cours qui est juste à côté. Du coup, vous pouvez cacher votre cours, n'avoir que les mots-clés sur le côté et pouvoir, normalement vous êtes censé pouvoir répéter tout le cours qui est à côté grâce à ces petits mots-clés. Ça c'est vraiment une ligne directrice, tu vois, comme quand on demande de faire un exposé et que tu n'as pas le droit à tes notes et tu as juste le droit à 3-4 mots-clés, bah là c'est un peu le même système. Et vous avez aussi une colonne en bas, enfin du coup une ligne en bas, où là vous allez faire un sommaire, où là vous allez faire une synthèse de toute la page que vous venez d'écrire. Une synthèse en 2-3 lignes maximum. Et voilà. Et ça c'est un travail qui se fait après le CM. Du coup ça vous oblige à revenir dessus, à vous impliquer encore une fois dans votre cours. Il existe beaucoup de templates de la méthode Cornell sur Google Images. Le truc c'est que il faut du coup moi que ça fonctionne sur Word, puisque je tape mes cours exclusivement personnellement sur Word. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire mon propre template dans Word. Alors moi, mes deux sources de questionnement que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui, c'est sous quelle forme je prends mes cours cette année. Est-ce que je les prends en format paysage ou portrait d'abord? Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que si je les prends en format comme ça, je sais jamais le nom des formats, dans ce format-là, et que je fais donc ma colonne là, machin, là j'ai plus beaucoup de place et du coup ça fait un peu brouillon parce que ça fait un texte assez serré, tu vois. Ou sinon, je le prends en format comme ça. Ce que j'aime bien aussi, je trouve ça différent et j'aime bien. Je gagne plus de place, j'ai l'impression. Donc je pense que je vais prendre un cours que j'ai utilisé en L2, enfin que j'ai tapé même en L2, un vrai cours que j'ai eu à la fac, que je vais transformer et mettre dans les deux format et voir mon préféré, tout simplement l'imprimer et voir mon préféré. Faut vous imaginer un truc un peu comme ça. Donc là vous avez les mots-clés, là vous avez la synthèse et là vous avez tout votre corps de texte. Là ce sera une feuille vierge, blanche comme toutes mes feuilles de cours, hein. Il n'y a rien en fond, il n'y a pas de quadrillage, voilà, c'est une feuille blanche basique avec du texte dessus. Ma question, c'est là sur le côté et ici. Qu'est-ce que je mets comme fond, tu vois? Est-ce que je mets un quadrillage? Est-ce que je mets des lignes? Est-ce que je mets des pointillés? Parce que moi j'aime beaucoup les feuilles à pointillés. Je suis hyper chiante avec ça et quand j'écris à la main sur du papier tout blanc, ça va jamais droit, c'est pas joli et du coup je déteste ça vraiment. Est-ce que je mets le même fond là et là? Peut-être des pointillés là et un quadrillage là. Je sais pas, on va tester ça. C'est parti, place au test. Voilà donc mon premier test en matière de méthode Cornell. Enfin j'ai mis du texte qui était... Enfin j'ai mis vraiment n'importe quoi donc faites pas attention. En fait ça met quand même pas mal d'informations même si on n'a pas trop l'impression. Là je trouve que ça fait plus aéré qu'une page normale de cours. Mais en fait comme c'est dans ce format là c'est en longueur. Genre ce paragraphe là sur une page dans l'autre sens il fait tout ça tu vois. Mais là, comme il est en longueur, il est étiré, il paraît moins long. Je pense que mentalement, en plus, c'est plus facile pour apprendre. Donc voilà. Sinon, moi, ce qui m'intéressait surtout, et j'ai pas mal galéré, je vais pas vous mentir, c'est mettre ça et mettre ça. Ça, j'ai mis un quadrillage et je pense que je vais le laisser comme ça parce que franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'est un quadrillage comme ça. Donc il est assez petit. Moi, je l'ai mis en bleu, mais en fait, vous pouvez le mettre dans toutes les couleurs que vous voulez. Ça peut faire propre quand on écrit dessus. Je vais essayer pour voir en écrivant n'importe quoi. Par contre, ça va pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, en fait, il y a des pointillés dedans. Parce que je voulais mettre un truc avec des pointillés. Mais ça fait juste un écran... Enfin, ça fait juste une partie toute grise alors que c'est censé être juste des pointillés. Donc ça, on va modifier. Mais ça, je pense que c'est pas mal. On va tester. Voilà en gros ce que ça pourrait donner éventuellement.
Dans un vrai cours, si j'avais pas écrit n'importe quoi ici, j'aurais écrit sans doute que 2-3 lignes. Donc je trouve que c'est franchement bien. Je suis hyper surprise et ces carreaux-là, je vais vous montrer comment je les ai obtenus sur Word. Je les trouve vraiment trop bien. Voilà à quoi ma page était censée ressembler. Et en fait, ça, c'était censé ressembler à ça. Des points. Alors ça, c'est juste une zone de texte. Ça aussi, c'est une zone de texte. Vous faites créer une zone de texte. Donc moi, j'ai pris celle-là directement. Et ensuite, vous pouvez modifier comme vous voulez la taille et du coup les placer comme vous vouliez. Pour le remplissage, donc vous cliquez dessus et vous allez atterrir dans format de la forme. Et vous allez dans remplissage, autre texture. Et là, vous allez avoir un truc qui s'affiche sur le côté. Et là, vous allez dans motif de remplissage, juste ici. Et vous avez plusieurs motifs. Alors, ce que j'avais mis moi pour celui du bas, et je pense que je vais peut-être remettre le même ici. Ouais, c'était celui-là. Et après, j'avais mis donc une couleur différente. Vous choisissez votre couleur. Il y a encore autre couleur ici. Admettons, on va essayer de mettre un espèce de rose. Comme ça, peut-être. Oh, c'est trop beau. J'imprime ça, on va tester. Voilà donc une idée de ce que ça peut faire. Et je trouve que c'est bien parce que ça ressort un petit peu mais pas trop, c'est assez discret. Je trouve ça vraiment efficace. Honnêtement, je me suis rendu compte que là, rien qu'en le faisant, en fait, j'ai retenu la plupart du cours. Et pareil pour faire le résumé, donc je pense que ça peut vraiment être très efficace comme méthode. Je sais pas ce que vous en pensez, mais entre cette feuille-là, qui est la nouvelle version, et celle-ci, je préfère largement celle-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, la mission, ça va être d'en faire une template Word pour pouvoir l'utiliser dans toutes mes pages Word, dans tous mes cours, sans avoir à refaire à chaque fois la manipulation à chaque page. Sinon, c'est juste infaisable et ça prendrait beaucoup trop de temps. Je passerais ma vie à faire ça. Donc du coup, pour le template, Lilou m'a délégué la tâche. Donc on fait les en-têtes et les pieds de page. On va prendre ça, on fait un CTRL-X pour le couper. Mince, faut bien le sélectionner. On coupe, on double-clique là en tête, on le colle. Et ensuite, on peut le décaler comme on veut. Et pareil, donc là vous voyez, ça se répète déjà. Et pareil avec le bleu, donc hop, CTRL-X pour couper. On sélectionne voilà le cadre. On double-clique en bas, CTRL-V, comme ça il est inséré. On peut le caler à notre guise. Donc voilà ce que ça donne avec un cours dedans. On a du coup notre espace pour écrire les notes, je crois, c'est ça. Et le résumé ici qui se répète à chaque fois. En en-tête, vous avez bien là votre numéro de page. Bon, vous avez suivi en temps réel mes péripéties pour aboutir à ce résultat-là et à ce template-là de méthode Cornell. Franchement, j'en suis trop contente. Je pense que ça va me changer la vie. En vrai, moi, j'ai mis quand même pas mal. Je pense que j'ai dû mettre 2 heures pour trouver la solution. Donc ça prend un petit peu de temps, mais comme je viens de tout vous montrer là, vous passerez beaucoup moins de temps à le faire. Je pense qu'avec la vidéo que je vous ai fait, vous ne devez pas en avoir pour plus que 20 minutes. En vrai, c'est vraiment trop cool pour vous. Je suis contente pour vous, ok. Je m'auto-remercie. Donc comme vous avez vu, moi j'ai choisi le format paysage plutôt que le format portrait. Encore une fois, comme je vous le dis dans toutes mes vidéos sur l'organisation, sur la mise en page des cours, etc., tout ce que je vous dis là est provisoire. Ça va être vraiment une phase de test cette année de L3 pour ces méthodes-là, voir si ça marche ou pas, si c'est vraiment utile. Donc ça c'est vraiment provisoire, c'est un test, ok. Je vous en dirai des nouvelles bien sûr dans une prochaine vidéo et sur Insta, surtout sur Insta d'ailleurs. Et on en a fini avec la méthode Cornell. Il nous reste un truc à voir, les plans de cours. Les plans de cours, super important. J'avais fait pendant ma L2 des plans de cours au début de chaque chapitre ou section et je faisais une page comme ça de plans. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on garde ça alors que le cours est dans l'autre sens? Donc maintenant, est-ce que je mets un plan de cours classique dans ce sens-là, en mode petit 1, machin, un truc chouette, en faisant à la limite 2 colonnes, ça peut être une idée. Ou est-ce que je fais un plan de cours sous forme de mind map? J'ai jamais testé encore de faire un plan de cours sous forme de mind map. Écoutez, je vais reprendre ce cours-là, ce plan-là. On va tester de le mettre sous forme de mind map et on va voir si ça fonctionne et si c'est utile ou pas. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to
face the facts, the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just... Du coup, vous pouvez l'imprimer sur le site Google directement. Et en fait, vous avez un petit icône à droite en haut, télécharger. Vous le téléchargez en format PDF et vous mettez bien ajusté à la taille de l'impression. Sinon, ça va vous couper genre là. Et ça, c'est mon plan de cours. Je suis trop contente. Donc, on va passer de plans de cours comme ça à des plans de cours comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et s'agissant des cours eux-mêmes, on va passer d'un cours comme ça à un cours comme ça. Si vous reproduisez mes trucs, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je suis trop contente, vraiment. On va maintenant aborder la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Je suis trop contente de vous parler de cette méthode. C'est une méthode en fait fondée sur un fondement scientifique qui est la courbe de l'oubli. Je vais vous parler de ça tout de suite, un petit peu de l'histoire de la méthode DJ et ensuite comment peut-être la mettre en pratique et la personnaliser selon nos souhaits et nos goûts. Pour l'histoire de cette méthode, alors en 1885, un très grand philosophe qui s'appelle Hermann Ebbinghaus, je ne sais pas si je le prononce bien mais voilà, a démontré grâce à une expérience très fiable, parce qu'après elle a été répliquée beaucoup de fois et on a obtenu à chaque fois les mêmes résultats, que tout apprentissage laisse une trace dans la mémoire qui s'estompe très rapidement dans le temps. Je vous mettrai ici la courbe de l'oubli, qui est en gros la synthèse de ces constatations. Vous voyez qu'au début, quand vous venez de l'apprendre, vous vous souvenez bien, et au final, au plus les jours passent, moins vous vous souvenez. Depuis lui, des centaines de travaux de recherche ont été entrepris pour explorer le fonctionnement de la mémoire humaine. Ces données accumulées sont colossales et nous permettent d'avoir un certain nombre de certitudes sur la mémoire et l'apprentissage. L'ensemble de ces travaux concourent à démontrer un phénomène quasi universel. Fractionner l'apprentissage en séances courtes réparties dans le temps permet de bien meilleures performances à long terme que de concentrer son apprentissage en de longues séances peu fréquentes. Vous savez, c'est ce qui nous arrive un petit peu toutes et tous. Au moment juste avant l'examen, on se rend compte qu'en fait, surtout dans nos mineurs, je sais de quoi je parle, qu'on connaît rien, qu'on n'a pas appris au fur et à mesure du semestre. Et du coup, on apprend tout d'un coup, genre en mode bourrage de crâne, et 2 jours après, on se souvient plus de rien. Et ça, en fait, c'est archi nul. Déjà parce que ça fait énormément stresser au moment où on doit tout apprendre et on est dans le rush. Et ensuite, c'est nul parce que si on a une vision un petit peu plus long terme, c'est absolument inutile de faire ça. Parce que du coup, vous êtes certes à peu près prêt pour l'examen, mais sur le long terme, vous allez strictement rien retenir de ce que vous avez appris. Et le but des études supérieures, selon moi, c'est pas forcément de faire du bourrage de crâne parce que c'est pas efficace. C'est d'apprendre des choses et de savoir les appliquer ensuite. J'avais vraiment envie de lutter contre cette courbe de l'oubli. En 1927, un chercheur nommé Tsai a publié des travaux sur un algorithme prédictif d'un apprentissage optimal, l'ancêtre de la méthode DJ. Et en fait, cette méthode DJ, elle a été reprise tout de suite par des enseignants, notamment des facultés de médecine. Elle a été beaucoup reprise pour la médecine et aujourd'hui, beaucoup de personnes en passent utilisent cette méthode-là pour apprendre leurs cours de médecine qui sont très denses, bien évidemment, et très complexes aussi, on le sait toutes et tous. Les différentes versions de cette méthode sont en fait incalculables. La méthode traditionnelle, on va dire la version traditionnelle, c'est J0, J1, J3, J7, J15, J30. À quoi ça correspond? Ça correspond au nombre de jours après la fin du cours, au cours desquels vous allez relire votre cours. C'est-à-dire, vous finissez le chapitre sur les contrats administratifs avec votre prof de droit admin. Aujourd'hui, on est le 25 août 2021. Aujourd'hui, j'ai fini mon cours sur les contrats administratifs. Bien sûr, ça marche que si la partie du cours est réellement terminé à Kabbalah, tout est ficelé, tout est terminé pour que vous puissiez l'apprendre parce que c'est vraiment une technique purement d'apprentissage pur et dur. Donc le 25, vous terminez votre cours. Vous relisez le soir, vous relisez le lendemain, J1. Ensuite, on relit à J3. J3, ça nous pousse au 28. Là, on est mercredi. Samedi, je dois relire mon cours. Ensuite, vous revoyez à J7, c'est-à-dire une semaine après. Le 1er septembre, je relis encore une fois. Ensuite, à J15. Donc là, vous voyez, les espacements sont de plus en plus grands parce que la courbe de l'oubli fait ça. Donc quand vous faites des rappels, je vous mettrai la courbe là, avec la méthode DJ. Et vous allez voir à chaque piqûre de rappel en fait du cours. Après, c'est de plus en plus rapide parce qu'au début, vous allez devoir vraiment apprendre à J1, J3, ça va être vraiment de l'apprentissage. Donc la phase de par cœur, ça va se faire dans les J1, J3, J5 maximum. Et après, à partir de J7, J14, J30, etc., ça va surtout être des piqûres de rappel parce qu'en fait, vous connaîtrez déjà tout par cœur puisque vous avez déjà tout répété plusieurs fois. Et comme ça, vous avez vu la courbe que je vous ai mis tout à l'heure.
Ça fait piqûre de rappel sur piqûre de rappel et votre mémoire en fait ne faiblit pas et ne suit pas la courbe traditionnelle qui est comme ça. Parce qu'à chaque piqûre de rappel, vous rappelez à votre mémoire ce que vous avez appris. Ensuite, donc J15, ça nous pousse au 8, mercredi 8 septembre. Et J30, ça nous pousse encore au 22 septembre. Et donc au galop d'essai, je connaîtrai par cœur mes contrats administratifs puisque je les aurais déjà vus 5 fois. Ça, c'est la version numéro 1, la version la plus traditionnelle de la méthode des J. Maintenant, vous pouvez faire toutes les J que vous voulez, quoi. Si vous voulez voir J4, J8, vous faites tout comme vous voulez. Sachant qu'il y a forcément des jours où vous êtes pris, vous avez une urgence, vous avez autre chose, voilà, vous travaillez, vous faites je sais pas quoi, et donc ces jours-là, ça va pas être possible de pratiquer la méthode des J parce que vous n'avez pas le temps. À ce moment-là, vous décalez juste au lendemain et vous faites tout ce que vous pouvez, mais on sait toujours que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Vous avez aussi une autre version qui est J0, J2, J5, J14. Vous avez une version J0, J3, J10, J30. Maintenant, la question c'est comment mettre en place cette méthode des J. Alors, il y a une application que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur. Je crois qu'elle est aussi peut-être sur smartphone qui est assez connue dans le milieu du study, on va dire, qui est l'application Notion. Grégoire Dossier a fait une très bonne vidéo dessus si ça vous intéresse, qui peut être très utile pour la méthode des J. Vous pouvez faire aussi avec un tableur Excel. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un tableau, mais j'aimerais bien le compléter à la main. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que à chaque fois, c'est comme en fait les planeurs de liste de tâches que je vous ai montré au tout début de la vidéo. J'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois qu'on écrit à la main et qu'on coche à la main, surligne à la main, une fois qu'une tâche est faite, une fois qu'on a fait un truc pendant longtemps, et qu'ensuite on coche pour dire ça y est, c'est terminé, acabado, terminado, on a une satisfaction. Tu vois de quoi je parle? Tu l'as déjà vécu cette satisfaction? Je pense que tout le monde l'a déjà vécu. Se sent libéré d'un poids. Et sur l'ordinateur, j'ai pas cette satisfaction. En fait, c'est vraiment un truc psychologique ultra subjectif, mais je pense que personnellement, rien que pour cette question de satisfaction, je serais capable d'abandonner la méthode des J plus facilement sur l'ordinateur que si j'écrivais à la main. Là, je suis en train de lire sur internet un article d'une étudiante en médecine qui dit que souvent les gens essaient de s'y mettre mais qui décrochent rapidement. Et notamment parce que on oublie les spécificités de chaque cours qu'on apprend. Je pense que vous-même, vous avez déjà expérimenté ça. Il y a des cours qui sont plus difficiles que d'autres. Moi, par exemple, en L2, le droit comparé était beaucoup plus simple. Ou les institutions européennes, ça c'était le cours le plus simple que j'avais. C'était 1000 fois plus simple que par exemple le droit fiscal, qui était une matière beaucoup plus technique. Selon les matières, ça varie la difficulté du cours. Mais ça varie même selon les chapitres, selon les sections, selon les paragraphes, parce que vous allez avoir des paragraphes par exemple sur les sources du droit fiscal par exemple qui sont plus simples, mais vous allez avoir des paragraphes ultra techniques sur des petits détails. Pour ça, je voulais mettre en place un espèce de code couleur. Par exemple, mise en situation, toujours nos contrats administratifs, on les kiffe. Je suis à J7, admettons. Je suis à J7 et les 2 premières fois, je m'en sortais pas trop. Je voyais que j'avais vraiment du mal à mémoriser, surtout les petits détails. J'aimerais bien mettre un espèce de code couleur en mode vert, c'est que vraiment je connais bien cette partie, je suis à l'aise dessus. Orange, c'est que bof bof. Rouge, c'est que vraiment je dois la bosser. Comme ça, j'arrive à J7, je vois mes 2 autres J, J3 et J5, j'ai vu que j'étais en orange. Je mémorisais pas super bien. Je me reteste avec uniquement mes mots-clés là, où je dois être capable de dérouler tout le cours après avec. Et là, je vois que, miracle, ça va beaucoup mieux. Franchement, je gère. Et ben, je mets un vert. Et comme ça, je vois ma progression vraiment et ce sur quoi il faut que je persévère, ce sur quoi je peux un peu plus lâcher. Et si je rate un J à un moment, c'est pas dramatique. Et ceux sur lesquels vraiment, il faut pas que je rate un J et limite, il faut que je revoie plus souvent. En vrai, moi, j'avais pensé à cette idée-là de code couleur. Bref, il y a encore d'autres techniques de mémorisation, d'organisation, etc. Je pense notamment à une technique de concentration qui s'appelle la méthode Pomodoro. Je vais pas en parler parce que moi, je ne la pratique pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter par vous-même sur YouTube ou sur internet. Une méthode cette fois pour la restitution de connaissances et ça c'est vraiment important parce que vous avez déjà dû remarquer que selon la manière avec laquelle vous travaillez votre cours et vous l'apprenez, ça dépend de chaque mémoire encore une fois. Moi j'ai une mémoire visuelle et un peu auditive et j'ai besoin aussi souvent de répéter le cours et de l'expliquer à quelqu'un, etc. Enfin quelqu'un, ce quelqu'un n'existe pas, hein, je suis seule mais je l'explique à voix haute. Ce qui marche très bien aussi pour moi c'est de marcher en même temps que je récite mon cours. Si vous avez un parc à côté de chez vous et que vous voulez parler aux brins d'herbe, voilà, et leur expliquer ce que c'est que le droit administratif, n'hésitez pas, je pense qu'elles vont kiffer. Non mais sérieusement, la manière dont vous restituez votre cours et vous l'apprenez, c'est
super important parce qu'en fait ça joue énormément sur ce que vous allez en retenir. Il y a quelque chose qui fonctionne a priori très bien, une technique qui s'appelle la technique de la restitution active. Encore une fois, je vais pas détailler dans cette vidéo, si ça vous intéresse je pourrais en reparler dans une autre vidéo et c'est vraiment très efficace. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois et franchement ça marche super bien. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais par rapport au plan et à cette mind map là, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop chronophage et que ça prenne beaucoup plus de temps que juste mettre le plan en mode comme je faisais avant. Et j'ai testé et en fait ça me prend littéralement autant de temps, peut-être même un petit peu moins de temps. Dans ma L2, quand j'étais dans le rush total avant les examens au premier semestre qui était en présentiel, j'ai fait ça. J'ai fait cet énorme tableau, alors là ça fait qu'une page mais en fait il y en avait 6. Pour toutes mes matières, donc là c'était pour la matière Histoire du droit de la famille. Et j'avais donc tous mes chapitres, avec dedans mes sous-chapitres. Et en fait le principe c'était de mettre à chaque fois que j'apprenais une fois. Donc c'est exactement en fait, le même principe que la méthode DJ que j'avais essayé de mettre en place, sauf qu'on était une semaine avant les examens. Et j'avais environ 300 pages à apprendre. Donc là, j'étais clairement en retard. Là, c'était juste pas possible, c'était pas le moment de faire une méthode DJ. Je vous le fais en 1000, hein, j'ai pas eu le temps de revoir même une seule fois tous mes cours. Parce que je m'y suis prise une semaine avant les examens pour 5 matières. Ce qui est débile, ok, profondément débile. Si on fait la méthode DJ, en vrai je me dis, l'idéal ce serait peut-être d'avoir un truc un peu comme ça. Mais du coup il faut que ce soit vierge et que j'écrive à la main dedans des cases là qui correspondaient déjà à l'époque au nombre de fois que j'avais vu le cours. Et là dedans je pourrais écrire la date. Et en fonction de comment j'ai appris mon cours, je vous fais un petit exemple. Hop, admettons, vous apprenez cette partie-là sur le mariage dans la chrétienté médiévale, très intéressant, le 0509. J'ai écrit comme une merde, mais bon, vous voyez le principe. L'idéal après c'est d'avoir des crayons de couleur pour que ça fasse moins dégueulasse, mais bon, voilà. Et vous l'apprenez, vous êtes une bosse, hop, dès le début, vous savez tout par cœur, on met du vert. Et voilà. Bon, comme je vous ai dit, il faudrait des crayons de couleur, ce serait plus sympa. Donc ça c'est J1. Maintenant vous le refaites à J3. 3 jours après, 08. La dernière fois où ça allait, mais là, vous avez perdu. Vous n'êtes pas très à l'aise. On met du jaune. Donc voilà, et ce principe-là, pour toutes les matières et pour tous les chapitres. Je pense que ça peut être une bonne idée, non? Je pense que je vais faire ça. Je vais créer des grilles comme ça, pour toutes les matières, avec tous mes J. Donc j'ai créé dans mon ordinateur mon nouvel espace de stockage pour mes cours. Donc L3 droit. Et j'ai donc mon semestre 5 et mon semestre 6. On va aller dans le premier. Et voilà toutes mes matières du semestre 5. Mes majors, ce sont droit social et régime général des obligations. Et donc pour chacune, j'ai fait un suivi, une grille de suivi de méthode DJ. Donc je vous montre celle-ci, je l'ai mise en format PDF directement. Et voilà à quoi ça ressemble, tout simplement. J'ai changé un peu comme vous voyez les J. Voilà, et dedans je pourrais mettre mes cours et colorier mes cases et tout comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est super rapide à faire. J'espère que ça va me servir et que ce sera efficace. Et du coup là, ça va être assez simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini une partie de votre cours, vous notez le nom de votre section, quoi, ou votre chapitre. Et ensuite, vous marquez la date et vous complétez les 4 autres dates. Puis voilà. Puis comme ça se fait au fur et à mesure, ça prend pas masse de temps non plus. Les amis, il est 19h40, j'ai commencé à filmer cette vidéo à 11h et quelques ce matin. Je vous avoue que là je suis éclatée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que je me suis vraiment donné du mal pour faire cette vidéo. J'ai vraiment galéré à certains moments. Et là je suis contente, tout est fait, tout est planifié, tout est terminé. Je suis prête entièrement pour ma rentrée. J'ai des super templates pour la méthode Cornell. J'ai mes templates aussi pour la méthode DJ. J'ai réfléchi à tout un tas de trucs que je vais mettre en place et ça me motive encore plus pour cette nouvelle rentrée qui déjà est super motivante pour moi parce qu'il va y avoir une histoire de stage, parce qu'il va y avoir des matières super intéressantes, parce qu'il y a un changement de fac, enfin bref. On en reparlera très bientôt dans des vlogs parce que oui c'est le retour des vlogs. J'ai trop hâte les amis, vous savez que c'est une de mes motivations principales pour reprendre les cours, reprendre les vlogs. Bon bref, j'espère que je me suis pas donné du mal pour rien et que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à partager à vos amis, à vos compagnons de galère, de promo, etc. si vous pensez que ça peut les aider, en tout cas j'espère. Et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Je vous souhaite vraiment une très belle rentrée. Je vous souhaite vraiment d'accomplir tous vos projets, tous vos rêves, tous vos objectifs en cette nouvelle année. Je parle pas que des objectifs et des projets universitaires. Il y a aussi toute une vie autour. J'espère que cette année on va pouvoir aller sur les campus et qu'on va pas juste rester dans nos chambres devant nos ordinateurs. Voilà, dites-moi vous quelle matière vous allez avoir, comment vous appréhendez cette rentrée, etc. en commentaire. Je regarderai et répondrai à tout le monde bien évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre encore une fois sur mon Studygram, je réponds à tout le monde en message privé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux et de vos proches et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bella ciao!